On va reprendre très exactement, hein, voilà, nouvelle semaine, mais on continue exactement là où on en était. Donc on s'était arrêté sur la notion d'osmol et donc d'osmolarité ou d'osmolalité, ça dépend si on rapporte à la masse ou au volume de solvant qu'il contient. D'accord ? Donc la notion importante, c'est plus le nombre d'osmoles que de savoir si on rapporte ça à 1 litre ou à 1 kilo. Ça, c'est juste un élément secondaire. Ceci étant dit, quand on vous présentera ce genre de choses-là, on vous demandera en général ou l'une ou l'autre. À vous d'adapter et de sortir la bonne valeur. Et encore une fois, ça, je l'ai déjà dit dans la partie où on calculait les concentrations, d'accord, et où on a calculé les osmolarités, enfin les molarités plutôt, et les molalités. La molalité et la molarité, ça peut être la même valeur numérique si on est dans une solution aqueuse très diluée, puisque dans ce cas-là, 1 kg d'eau, c'est quasiment 1 litre, à très très peu de choses près, et si la solution est très diluée, dans la solution, il n'y a quasiment que de l'eau, donc on peut considérer que la masse volumique de cette solution, c'est celle de l'eau, 1 kg, 1 litre. D'accord ? Mais uniquement si on est en solution aqueuse très diluée. Et dans ce cas, on peut faire l'assimilation entre les deux, ce qu'on fait très régulièrement, hein, vous verrez ça. C'est même souvent tellement évident dans l'esprit de ceux qui ont rédigé le texte que vous verrez ça même rarement précisé. D'accord ? Vous savez que c'est l'un des deux qu'il faut utiliser. Les unités sont très claires, il faut l'utiliser l'un des deux et pas l'autre, et c'est l'autre qui est utilisé dans les calculs. D'accord ? Donc c'est fréquent, en particulier dans certains exercices qu'on peut trouver dans les bouquins, que vous pouvez trouver à la bibliothèque ou éventuellement sur Internet. Donc faites attention, sachez simplement d'où ça vient, c'est juste une question de masse molaire, de masse volumique de l'eau. Deuxième petite parenthèse à propos de ces concentrations, puisque là on vient de voir donc, le nombre total d'éléments actifs, de particules qui sont présentes dans la solution, il nous arrive aussi de compter les plus et les moins. Si j'ai une molécule de MgCl2, ce n'est pas très soluble MgCl2, mais si on en met peu, ça va totalement se décomposer en Mg2+, et Cl et 2Cl-. Donc là, évidemment, hein, l'osmolarité, on a 3 pour 1, le coefficient de Van 't Hoff, ce serait 3. D'accord ? On a 3 particules libérées totalement, pas de coefficient de dissociation ici, d'accord ? C'est total, donc on aurait 3 pour 1. Si elle est molaire, elle est 3 fois osmolaire. OK ? Bon. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, cette fois-ci, ce serait plutôt le nombre de charges qui sont présents en solution. On va voir pourquoi juste après. Si je comptais la concentration en espèces positives. En espèces positives, non, en charge positive. D'accord ? Donc une charge positive, elle est portée par une espèce qui est positive, Mg2+, si vous regardez bien, c'est une espèce qui est doublement chargée. Elle porte 2 charges. Donc quand j'ai 1 mol de Mg2+, j'ai 2 mols de charge positive. Donc je multiplie par sa charge. Le chlore étant une fois chargé, je multiplierai par 1. C'est exactement ce que j'ai ici. Et vous aurez noté que j'ai utilisé comme notation un grand N, pas un grand M comme d'habitude. Cette concentration équivalente en charge, on a pris l'habitude, depuis très longtemps, de l'appeler la normalité. Normalité, grand N. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord ? Alors pourquoi on l'appelle la normalité ? Ça, je dois avouer que dans l'histoire, j'ai perdu le fil. Je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi à un moment ou à un autre, on a sorti ce terme-là. Mais le grand N vient de normalité. D'accord ? Et donc quand vous voyez une concentration affichée avec un grand N, ça veut dire que ce n'est pas une concentration d'une espèce, c'est une concentration équivalente à quelque chose d'autre. Et c'est tout le problème de cette notion de concentration équivalente. C'est qu'ici, clairement, ma concentration, c'est une équivalence en charge, positive ou négative. D'accord ? Donc en charge globale. Mais on peut très bien définir une concentration équivalente en H+, en OH-, en nombre d'électrons libérés dans une réaction d'oxydoréduction, en n'importe quoi. Et donc quand on voit
une concentration avec un grand N derrière, eh bien, formellement, on ne sait pas en équivalent quoi est donnée cette concentration. Parce que ce n'est jamais écrit explicitement. D'accord ? Je vais prendre juste un exemple. Une solution d'acide sulfurique H2SO4. On pourra avoir une concentration équivalente en hydrogène, en ion H+ libéré. Si elle est molaire, on libère 2H+, elle est 2N en ion H+. Si on s'intéresse à la charge, calculez bien, ça fait 2 ions positifs et des SO4 2- qui portent 2 charges négatives. Ça fait donc 4 charges. La même solution est donc 4N en équivalent charge. Si on s'intéresse maintenant à l'oxydoréduction, S2SO4, le SO4 2- peut se réduire d'au moins 5 ou 6 manières différentes pour donner du soufre, du S2-, pour donner du SO3, pour donner du SO3-, etc., etc. C'est-à-dire libérer un nombre d'électrons qui va de 1 à 6. Elle est donc 1M, 2N, 3N, 4N, 5N, 6N. Alors, sur le flacon d'une solution de H2SO4 molaire, j'écris quoi en normalité? Eh bien, j'en sais rien, et vous non plus. D'accord? Cette notion de normalité, je vous la présente parce qu'elle est historiquement importante et vous allez la trouver dans des ouvrages, vous allez la trouver dans vos carrières futures. Mais vous devez garder à l'esprit que c'est une notion qui doit disparaître. Quand vous voyez une normalité, vous avez affaire à un fossile. D'accord? Le fossile étant ce qui est écrit et celui qui l'a écrit. D'accord? Celui qui a l'écrit est un fossile, utilise une notion qui doit disparaître depuis maintenant plus de 30 ans. On essaye de la faire disparaître, mais elle s'accroche. Et on essaie de la faire disparaître parce qu'elle est, par nature, très imprécise et pas très utile. Elle a été introduite au départ pour simplifier les calculs, sachant qu'une réaction qui est normale va réagir en proportion égale, en volumes égaux avec une autre solution qui est normale, mais c'est une notion dont on n'a pas besoin. Vous savez faire ce genre de calcul. CAVA égale CBVB ou CAVA égale 2 fois CBVB, ça dépend de la truc. Ça, vous savez l'utiliser, vous savez déjà le faire. Donc il n'y a pas besoin de cette notion de normalité. Elle ne sert fondamentalement à rien, si ce n'est qu'amener de la confusion. Je vais même aller un cran plus loin. Déjà en précisant que ce que j'ai écrit là, formellement, c'est faux. Ben oui, si je compte les charges positives, il faut que je compte toutes les charges positives qui sont présentes dans la solution. Et comme c'est de l'eau, vous savez que l'eau se décompose en H+ et OH-, donc dans ma solution aqueuse, il y a aussi des ions H+. Et quand je compte mon nombre de charges positives, je dois rajouter la charge en ions H+. Et bien entendu, je dois rajouter la charge portée par les ions OH- du côté des charges négatives. D'accord ? Bon, dans le cas présent, effectivement, ça, c'est parfaitement négligeable. Pourquoi ? Parce que la concentration en ion H+ et en ion OH- dans la solution présente ici, elle est de l'ordre de 10-7. On a une solution qui est neutre, d'accord ? Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas neutre. Et si on est aux alentours de 25 degrés, vous allez voir ça dans quelques semaines avec Yves Guillaume à propos des pH, on a une concentration qui devrait être de l'ordre de 10-7. 10-7 devant 10-1 ou 2 10-1, d'accord, c'est effectivement parfaitement négligeable. Donc je peux me permettre, une fois que j'ai fait cette vérification-là, effectivement de ne pas en tenir compte dans le calcul. Dans le calcul, pas dans l'écriture. L'écriture, je dois l'écrire. Mais dans le calcul, je peux me permettre de ne pas en tenir compte. Et maintenant, ces concentrations-là, à quoi elles servent? Eh bien, à rien. À rien. Ce calcul-là, ce calcul de la charge équivalente en ion positif ou la somme des deux, ne sert à rien. Voilà. Mais pourquoi il nous la présente? Pour exactement la même raison que précédemment avec la normalité. Parce que vous allez la rencontrer, parce que vous allez la voir. Maintenant, le fait qu'elle ne serve à rien, ça n'empêche pas qu'on va vous la présenter, on va vous la demander à un moment ou à un autre où on va vous en parler. D'accord ? Mais elle ne sert à faire aucun calcul. Ce qui sert, éventuellement, c'est ce genre de choses-là.
Ce genre de calcul-là, c'est la conductivité de la solution. Enfin, c'est l'élément qui va être utilisé dans le calcul de la conductivité de la solution. Une solution qui contient des ions va pouvoir conduire l'électricité. Si ça, n'était pas vrai, de toute façon, les piles n'existeraient pas. Voilà. Tout ce qui est pile-batterie ne pourrait pas exister sans cette propriété-là. Donc, il y a deux éléments qui peuvent conduire l'électricité. Les électrons, ça vous le savez, les électrons dans un conducteur électrique, ça conduit l'électricité. Ce n'est pas nouveau. Mais le déplacement des ions dans une solution, qu'elle soit liquide ou solide, ça ne change rien, d'accord, est aussi un élément qui peut conduire l'électricité. Et pour pouvoir conduire l'électricité, une solution doit avoir des ions qui sont mobiles. Cette capacité à conduire l'électricité, qu'on appelle la conductance, elle dépend de trois éléments. C'est ce que vous allez voir là. C'est ce qui est écrit ici. Donc la conductivité électrique, c'est ça. C'est ce sigma que vous avez ici. Elle dépend de la concentration des ions en question. Évidemment, plus il y en aura, plus ce sera conducteur. De leur charge, parce qu'un ion qui peut transporter une, deux ou trois charges, évidemment, ne va pas conduire l'électricité de la même manière. S'il transporte plusieurs charges, il est capable de transporter plusieurs charges en même temps, donc il augmente la conductivité en proportion. D'accord ? C'est comme si on avait des électrons mono, dits, trichargés, qui pouvaient transporter plus d'électricité dans un fil électrique. Donc la charge a de l'importance. Et vous voyez que devant, il y a un autre terme, le lambda que vous avez ici, qui est la capacité à conduire l'électricité d'un élément en particulier. Le sodium ne conduit pas l'électricité de la même manière que les ions ammonium ou que les ions nitrates, pour le coup, dans l'autre sens, parce que les ions nitrates sont négatifs. Ils ne conduisent pas tous l'électricité de la même manière. Donc, en fait, chaque, et vous le voyez ici, porteur de charge a son propre coefficient lambda. Et il n'y a pas un coefficient lambda qui s'appliquerait à tout le monde. Donc, on ne peut pas calculer le nombre de charges globales de la solution et multiplier par un lambda quelconque. Chaque porteur de charge a son propre coefficient. Donc, calculer la charge globale de la solution, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, on ne peut pas l'utiliser ici. Il y a une autre formule importante qui utilise cette notion de charge globale transportée, ou en tout cas disponible pour chaque espèce, c'est ce qu'on appelle la force ionique, notée grand I en général. Attention, ne confondez pas, il ne s'agit pas ici d'une intensité de courant, c'est juste la même lettre qui est utilisée traditionnellement, et ça c'est la force ionique. Vous trouverez quelquefois ça écrit sous forme d'un grand F avec un petit I au pied. D'accord ? Donc la force ionique, on en parlera un peu plus tard, d'accord ? On en parlera normalement demain, pour voir pourquoi elle est utilisée, mais c'est un calcul, d'accord ? Une propriété d'une solution qui contient des ions qui est important parce qu'elle influe certains autres paramètres. D'accord ? Et vous voyez que ça non plus, ça ne dépend pas de la charge globale de la solution, puisque cette fois-ci, on a bien la concentration de chaque espèce multipliée par sa charge, mais sa charge au carré. Donc, ce n'est pas non plus une somme de charges, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué que ça. Donc, globalement, la concentration équivalente en charge globale de la solution, elle ne permet de définir aucune des propriétés d'une solution. Globalement, plus cette concentration équivalente en charge va être grande, on pourra se dire qu'elle aura une force ionique qui sera sans doute plus grande, qu'elle aura une conductivité qui sera plus grande, mais on ne pourra pas les calculer avec cette valeur-là. D'accord ? Donc, je vous l'ai présenté, vous savez ce que c'est, je vous ai parlé de ce que c'est que la normalité, je vous ai dit ce que c'était qu'une concentration équivalente, on compte un nombre de quelque chose, d'accord ? Ce quelque chose pouvant être variable. Tout ça, c'est présenté, ça vous permettra de comprendre ce que vous risquez de trouver dans des bouquins, un peu plus tard, dans des exercices, un peu plus tard, d'accord ? Mais formellement, cette notion-là de concentration équivalente en charge ne sert fondamentalement à rien. D'accord ? Mais vous allez la trouver quand même.
C'est comme ça. On continue. Ça, par contre, c'est super important, et ça, vous avez la nécessité absolue de comprendre comment ça fonctionne et de le faire bien et de le faire ultra rapidement, parce qu'on ne vous accordera quasiment jamais de temps pour le faire. D'accord ? Parce que ça doit être fait rapidement et que c'est facile. Ça s'appelle une dilution. Une dilution, ce n'est pas compliqué, hein. Vous avez une solution qui a une certaine concentration, sa concentration initiale, donc un certain nombre de moles de l'espèce qui vous intéresse dans un certain volume. Ici, par exemple, j'ai une fiole de 100 ml, donc j'ai une certaine concentration de la solution dans ces 100 ml. Et ce que je veux, c'est une concentration plus faible. On ne peut pas augmenter la concentration, hein, d'accord ? Enfin, pour augmenter la concentration d'une solution, la seule possibilité, c'est soit de rajouter du soluté, évidemment, ça marche, soit d'enlever du solvant. Enlever du solvant, on peut évaporer le solvant, mais c'est à la condition unique qu'on puisse évaporer le solvant sans le soluté, ce qui n'est pas toujours faisable. Mais vous avez au moins un exemple de situation où on le fait. Je suis sûr que vous savez, vous avez tous dans la tête, vous allez pouvoir avoir dans la tête un exemple où on fait effectivement ceci, de la concentration par évaporation de solvant. Vous avez déjà tous vu, entendu parler, vu une photo d'un marais salant. Un marais salant, c'est ça. D'accord ? On évapore l'eau de manière à ce que le sel, le soluté qui est en solution, soit de plus en plus concentré, tellement concentré d'ailleurs qu'à un moment, il précipite et on peut le récupérer et en faire du sel de table. D'accord ? Donc c'est ce principe-là, c'est retirer le solvant. Mais ça marche avec le sel parce que le chlorure de sodium est non volatile. Enfin, pas volatile en tout cas aux températures et aux conditions de pression auxquelles on est confronté quand on a un marais salant. Il ne s'évapore pas, alors que l'eau, elle, s'évapore. Donc, dans cette solution, les 100 ml que j'ai ici, mais ça pourrait être n'importe quel volume, j'ai une certaine quantité de soluté que je peux calculer facilement. Et cette quantité de soluté, c'est le principe du raisonnement et c'est ce qui est important, c'est ce que je vais conserver. Quand je prends un certain volume de solution, si je change a posteriori son volume, je ne vais pas changer son contenu. J'avais une certaine quantité de soluté, je garde cette quantité de soluté. D'accord ? J'ai pu changer le volume dans l'opération, donc éventuellement diluer, mais la quantité de soluté, elle, reste fixe. Ce qui veut donc dire que ma concentration dans le nouveau volume, le volume final que vous avez ici, sera éventuellement différente de la première. Voilà, c'est juste ça la base. Le pivot, pour ne jamais se tromper quand on fait des dilutions, c'est juste de considérer que la quantité de soluté, elle, ne change pas. Ça conduit à deux manières d'interpréter exactement le même point. Et ces deux manières d'interpréter le même point, c'est deux manières de faire des dilutions différentes, qui sont équivalentes, mais qui sont différentes pratiquement. Je prends ici un exemple d'une dilution au dixième. C'est comme ça que ça sera présenté. Hein. On fait une dilution au dixième, on fait une dilution au vingtième. Ça veut dire que la concentration finale sera 10 fois plus petite, 20 fois plus petite, 5 fois plus petite, ça dépend de ce qu'on aura énoncé. D'accord ? Donc, ici, ma concentration finale sera 10 fois plus petite que la concentration initiale. C'est le point de départ. Si je réécris donc ce que j'ai écrit au-dessus, mon nombre de moles initial sera égal au nombre de moles final. Donc, pour le nombre de moles initial, CI-VI. Pour le nombre de moles final, CF-VF. D'accord ? Je connais CI, CF, c'est mon objectif, et le volume initial. Ben oui, c'est moi qui vais le choisir, le volume initial. D'accord ? Donc, ce que je cherche, c'est éventuellement quel est le volume final. Ou alors, je connais le volume final et je veux choisir quel est le volume initial que je devrais choisir. Mais il y a 3 éléments sur 4 que je connais dans ce système-là. Je peux donc dire que mon volume final sera 10 fois plus petit
ou 5 fois plus petit si c'était une dilution au cinquième, d'accord? Ou 20 fois plus petit si c'était une dilution au vingtième, que mon volume initial. Je peux dire ça. Je peux aussi dire, parce que c'est vrai, que le volume final est 10 fois plus grand que le volume initial. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Effectivement, si l'un est 10 fois plus petit que l'autre, ça veut dire que l'autre est 10 fois plus petit que l'un, et 10 fois plus grand que l'un, évidemment. Mais pourquoi vous avez écrit les deux alors? Mais parce que ça permet de faire la dilution, comme je vous l'ai dit, de deux manières différentes. C'est la même chose, j'ai rien changé, hein, d'accord? Si je prends la première possibilité, le volume initial est 10 fois plus petit que le volume final. Je veux, au final, 100 ml de la solution diluée au dixième. Je connais mon volume final. Ça veut donc dire que le volume initial, ce que je vais prendre, doit être 10 fois plus petit. Je prends 10 cm3, 10 ml de la solution initiale, je l'introduis dans mon récipient de 100 ml, j'ai donc bien 10 pour 1. Quand j'aurai complété le niveau final à 100 ml, j'aurai une solution diluée au dixième. Je connais le volume final, j'en déduis le volume initial que je dois prendre dans la solution d'origine. De l'autre côté, je raisonne en sens inverse. Je connais mon volume initial. Je veux prendre les 100 cm3 et je veux en faire une solution au dixième. Ça veut dire que mon volume final doit être 10 fois plus grand. Je prends les 100 cm3, je les mets dans une fiole de 1000 cm3, 1000 ml, donc 1 litre, et j'aurai effectivement une solution au dixième. Mais que l'on le prenne par un sens ou par l'autre, ça revient au même. J'ai mis 1 dans 10. D'accord? Et j'ai ma dilution au dixième. Au dixième ici parce que j'ai pris dixième, mais à vous de faire un essai avec une dilution au quinzième, ou une dilution au cinquième, ou une dilution à, je connais la concentration de départ, c'est 0,2, je veux une solution à 0,15. Faites-le. D'accord? J'ai une solution, j'ai 100 cm3 d'une solution à 0,2, je veux ensuite une solution à 0,15. Vous faites le calcul, vous le faites par vous-même et vous devez trouver le résultat. D'accord? Et c'est important que vous le fassiez par vous-même. Il y a une notion qui est super... Oula. Ah non, c'est que sur mon écran, mais j'ai quelque chose de bizarre sur mon écran. C'est juste sur l'écran de contrôle qu'il y a quelque chose de bizarre. Vous, apparemment, c'est normal. Il y a quelque chose de super important, vous avez vu, quand on a parlé des gaz parfaits, ben justement, on a parlé des gaz parfaits. J'ai très peu parlé des gaz tout court. On s'est concentré sur les gaz parfaits, parce que les gaz parfaits sont régis par une loi qui est relativement simple, des principes qui sont très simples. Et puis, vous avez vu que quand le gaz n'est pas parfait, l'équation devient tout de suite un peu plus compliquée, et encore, nous n'avons vu que la plus simple de ces équations qui décrivent le comportement des gaz non parfaits. Eh bien, ce que l'on va voir sur la suite, on ne va l'appliquer qu'à l'équivalent pour les solutions des gaz parfaits qu'on appelle les solutions idéales. D'accord? Et quand la solution est non idéale, eh bien, on sera obligé de bricoler un tout petit peu, soit les équations, soit les concentrations, on le verra à la fin. D'accord? Donc on va avoir ici un concept dont on sait qu'il est faux, d'accord, mais qui va considérablement simplifier les choses au niveau du raisonnement sur nos solutions. Solution en liquide, hein, qui est le concept de solution idéale. Alors, une solution idéale, formellement, c'est défini par ça. C'est une solution qui respecte ça. Voilà, on peut passer à la suite. Donc. Non? Ça ne veut rien dire? Ouais. Non, ça ne veut pas rien dire. C'est une définition très, très, très précise de ce qu'est une solution idéale, et c'est important à un moment de définir très précisément les choses dont on parle. Mais effectivement, de votre point de vue, c'est une définition qui est totalement inutilisable. D'accord? Elle
Si on la traduit, mais je vais la traduire, vous inquiétez pas. Si on la traduit, elle veut simplement dire que le comportement de la solution est identique au comportement du liquide pur, du solvant pur. Voilà plus ou moins ce que veut dire cette phrase-là. Et peut-être qu'on va l'utiliser sous cette forme-là, en fait. Ça va être un peu plus pratique. D'accord ? Donc, en gros, le fait d'ajouter un solvant ou de mélanger, d'accord, deux espèces ne modifie pas en profondeur le comportement des espèces par rapport à leur état quand elles étaient pures. D'accord ? Et pour que ça se produise, ce n'est pas très compliqué. Il suffit que l'on ait le même type d'interaction entre les différents composés qui constituent le mélange. Et comment est-ce qu'on peut avoir le même type d'interaction entre les éléments qui constituent le mélange ? Eh bien, prenons un exemple du méthanol. Le méthanol, c'est un composé qui va interagir avec ses voisines, les autres molécules de méthanol. Et normalement, ça, vous l'avez vu avec Yves Guillaume, où vous êtes en train de le voir, par des forces de Van der Waals et des interactions, des forces de London, excusez-moi. Et des forces de London, forces de Van der Waals, c'est la même chose, et des liaisons hydrogènes. Voilà. Donc, on a cela au niveau des molécules. Si, et puis bien entendu, vous voyez que c'est une molécule qui est polaire, ça va avec le fait qu'on ait des liaisons hydrogènes, et c'est une molécule qui est de nature plutôt linéaire. Ce méthanol, si j'y ajoute, vous le voyez ici, 1, 2, 3, 4, d'accord ? Enfin, non, pardon, 1, 2, 3, 3 carbones, donc du propanol, si j'y ajoute du propanol, est-ce que ça va fondamentalement changer les interactions molécule-molécule entre méthanol-méthanol et méthanol-propanol ? Fondamentalement, la molécule de propanol, elle est également régie par des interactions de type Van der Waals et des liaisons hydrogènes. Elle est polaire, à peu près de la même manière, et elle est aussi globalement linéaire. Pourquoi c'est important qu'elle soit aussi linéaire ? Ça veut dire qu'elle va se ranger à peu près de la même manière les unes à côté des autres. Vous imaginez bien que si vous mettez dans la même caisse des bâtons et des boules, d'accord, ça va pas se ranger bien comme il faut. S'il n'y a que des bâtons, ils peuvent tous se ranger bien les uns à côté des autres. S'il n'y a que des boules, elles vont se ranger bien les unes à côté des autres. Mais des bâtons et des boules dans la même caisse, ça ne va pas aller. Là, ça a globalement la même forme, globalement le même type d'interaction. Si on mélange ces deux alcools, ce que l'on obtiendra, c'est une solution idéale, ou qui va se comporter quasi idéalement. Parce que fondamentalement, changer une molécule de méthanol par une molécule de propanol, ça ne va pas changer grand-chose. Ça va être quasiment la même chose. Donc ici, un comportement idéal. Si maintenant, dans mon méthanol, j'ai introduit une molécule de ce type-là, du benzène, qui est totalement, vous voyez qu'il n'y a pas d'hydrogène, d'accord, spécifique disponible autour, donc uniquement des liaisons de Van der Waals, pas de liaison hydrogène, totalement apolaire. Et globalement, on va dire, c'est un cycle, donc il est plutôt rond et plat. Et évidemment, cette fois-ci, les interactions vont être radicalement différentes. Mettre du benzène dans de l'alcool, c'est une solution qui est miscible, ce n'est pas le problème. Dans certaines proportions, elle sera miscible, mais on aura une solution qui, de fait, ne sera pas idéale, parce que les interactions méthanol-méthanol sont très différentes des interactions méthanol-benzène. Donc en gros, si ça se ressemble, si ça ne perturbe pas trop la solution, parce que c'est globalement la même chose, ça ne posera pas de problème, on aura effectivement une solution qui sera idéale. Voilà ce que veut dire l'équation mathématique qui était présente au début, que vous n'avez pas à connaître, ce n'est pas l'objectif, d'accord, mais à comprendre quelle est son interprétation physique. En gros, ça sera idéal si on ne perturbe pas le mode de fonctionnement d'origine du solvant pur. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec trois possibilités. Déjà, la solution idéale, parfaite, c'est le gaz parfait.
Dans un gaz parfait, il n'y a pas d'interaction à la base entre les atomes et les molécules. Il n'y en a pas. Donc forcément, rajouter n'importe quoi à l'intérieur, de fait, par définition, ça ne peut pas perturber le gaz parfait. Donc les gaz parfaits sont un exemple idéal, parfait, d'accord, sans discuter de ce qu'est une solution idéale. Comme je viens de le montrer là avec l'alcool, les mélanges de composés qui sont exactement de même nature, comme les alcools, d'accord, les huiles qui sont très proches les unes des autres. Par exemple, ce genre de composés-là formeront des solutions qui seront parfaites parce que globalement, changer une molécule par une molécule qui lui ressemble, ça ne perturbera pas le mode de fonctionnement de la solution par rapport au liquide pur. Et puis, et c'est le plus important, et c'est ce que nous allons utiliser là maintenant, toutes les solutions très diluées. Hein? Avec n'importe quoi dedans? Ben, formellement, oui, avec n'importe quoi dedans. Parce que remplacer une molécule sur 10 000, sur 100 000, sur 1 million, est-ce que vous pensez que ça va réellement changer le mode de fonctionnement de la solution? Non. Non, parce que la perturbation qu'on vient d'introduire, en changeant juste quelques molécules par d'autres, est parfaitement négligeable. Et donc, dans les solutions très diluées, on va avoir un comportement qui sera très proche du solvant pur. Et on est bien en solution ici, hein, d'accord ? Ce n'est pas des mélanges, on est bien en solution puisqu'on a clairement un composé majoritaire, le solvant, des composés très très minoritaires, d'accord, que sont les solutés. Donc les solutions très diluées auront des comportements qui seront proches de l'idéalité, tout simplement parce qu'on a introduit une perturbation à un tel niveau, tel faible niveau, que eh ben, il est quasiment négligeable au niveau de l'impact. Quasiment, d'accord, négligeable. Et c'est très important donc de se rappeler, ça veut dire qu'à partir de ce point-là, quand je parle de solution, et toutes les propriétés qui vont arriver ensuite, jusqu'à nouvel informé, s'adressent à des solutions idéales. Donc, a priori, parce que c'est le cas le plus fréquent, à des solutions très diluées. Dans le cadre de vos études, le très dilué est souvent remplacé, en tout cas dans les exercices, dans les examens, par simplement dilué. Par extension, pour ne pas compliquer les calculs. D'accord ? Donc vous pouvez prendre, en tout cas sur cette première année, probablement en deuxième, mais ça dépend de ce que vous allez faire par la suite, comme solution idéale. Donc on peut appliquer ce qu'on va voir ensuite aux solutions diluées. Mais c'est quoi une solution diluée en fait ? Parce que une solution à 4 mols par litre, elle est diluée, ou c'est une solution à 10-2 mols par litre, ou à 10-6 mols par litre. C'est à partir de quel niveau qu'on a une solution diluée? Ben, le problème, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse unique à cette question-là. Vous avez compris que ce qui fait qu'une solution reste idéale, c'est le fait qu'on introduise une perturbation qui soit minimale. Mais quand on introduit une molécule qui est très, très, très différente en nature du solvant, forcément, on introduit plus de perturbations que quand on introduit une molécule qui ressemble au solvant. Ce qui veut donc dire que la nature du soluté influe sur le seuil à partir duquel on peut considérer que la solution est encore idéale ou quand elle devient plus idéale. Donc il n'y a pas de bonne réponse unique, mais globalement, on sera toujours dans les clous tant qu'on sera, je parle de très dilué là, d'accord ? En dessous de 10-3. Vous pouvez largement considérer qu'en dessous de 10-1, dans votre cadre à vous, d'accord, d'études, en dessous de 10-1, on n'a aucun problème, on pourra considérer que c'est encore idéal, quelles que soient les solutés, sauf que là, ça commence à devenir un peu plus tendancieux, d'accord ? On peut avoir des écarts avec certains solutés qui sont plus importants. Et quand on dépasse ce 0,1, la quasi-totalité des solutions commence, quel que soit le soluté, à montrer des écarts à l'idéalité qui commencent à être importants. D'accord ? Maintenant,
sans précision, sans information, dans le cadre d'un exercice ou d'un examen, vous considérez a priori que la solution est idéale, quelle que soit sa concentration. D'accord? Sauf si expressément, dans un énoncé, on vous précise que la concentration est importante et qu'il faut en tenir compte. Donc, il y aura une phrase d'une manière ou d'une autre qui vous préciserait ça. Et vous aurez une solution, vous saurez comment faire. On verra ça plus tard, on verra ça demain. C'est bon? Ouais. Alors, par contre, il y a un point qui est important. L'additivité des volumes. Le volume n'est pas une propriété additive de la matière. La masse est une propriété additive de la matière. 1 gramme de n'importe quoi plus 1 gramme d'autre chose, ça fait 2 grammes. D'accord? Pas de problème. 1 mol d'un truc plus 4 mols d'un autre, ça fait 5 mols au total. Sous-entendu, bien entendu, il n'y a pas de réaction entre ces espèces. Parce que s'il y a des réactions entre ces espèces, évidemment, il peut se passer des choses en termes de mols. Mais s'il n'y a pas de réaction, masse, nombre de mols, c'est additif. Mais pas le volume. Le volume n'est pas une propriété additive de la matière. Vous mettez du sucre, d'accord, dans n'importe quelle boisson chaude, la somme du volume des morceaux de sucre, volume réel, en tenant compte des interstices qui se trouvent à l'intérieur. Donc on supprime, ça c'est pas du volume, d'accord? Donc le volume réel du sucre, dans le café, vous additionnez les deux volumes, vous n'allez pas obtenir le volume de la solution sucrée que vous allez obtenir à la fin. Vous additionnez 1 litre d'eau et 1 litre d'alcool, ça ne fait pas 2 litres. D'accord? Ça doit faire 1 litre 86, quelque chose comme ça. Mais sauf que quand on les mélange, les deux vont dégager énormément de chaleur, ça chauffe, et donc ça a tendance à les dilater, tout simplement. Ça va dilater le volume au départ, et donc on va avoir un effet inverse, mais quand ça revient à température, ça fera moins de 2 litres. Donc le volume n'est pas une propriété additive de la matière. Sauf, justement, si on est dans le cadre d'une solution parfaitement idéale. Comme par exemple, les gaz. 1 litre d'un gaz quelconque plus 1 litre d'un autre gaz quelconque à la même pression et température, on est bien d'accord? Ça fait bien 2 litres de gaz parfait. Tout à fait. C'est même la définition quasiment. C'est le principe de base. D'accord? Donc ça, c'est vrai. Mais uniquement dans ce cadre-là. Si on a des solutions idéales. Il n'y a que les solutions idéales, au sens strict, pour lesquelles on peut avoir, et encore en maintenant température et pression, pour lesquelles on peut avoir additivité des volumes. Dans tous les autres cas, on aura une pseudo-additivité. Donc si on a de la chance, ça fera presque la somme des volumes, et si on n'a pas de chance, ça tombe assez loin. D'accord? Tomber à un peu plus d'un 80, 1 litre 80 pour 2 litres, ça fait une belle différence pour l'eau et l'alcool, simplement. D'accord? Ça ne fait pas la même chose, c'est vraiment radicalement différent. C'est une grosse différence. C'est bon? Parfait. Alors, je vous avais dit, une fois qu'on a parlé des gaz, qu'on a parlé